Professeur Didier Raoult, depuis votre dernière intervention à ce sujet, où en est-on avec les vaccins? Il se passe ce que l'on voyait assez tôt. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les positions et la vue de la situation qu'on voit dans les différents niveaux. Moi, j'aime beaucoup le bateau, j'aime bien les bateaux anciens, comme les bateaux, les caravanes de Christophe Colomb qui ont découvert l'Amérique. Et donc, vous voyez, en haut du mât, il y avait un espace dans lequel il y avait une vigie. Comme la Terre est ronde, la vigie voit les choses avant les autres. Alors ceux qui sont sur le pont, ils ne voient rien du tout. Ils disent, mais non, il n'y a rien du tout. La vigie dit, non, je vois quelque chose. Alors petit à petit, il va pas dire, oui, non, mais c'est tout petit. Non, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est comme ça qu'il a découvert l'Amérique. Et puis, il y a ceux qui sont dans la cale, eux, ils ne voient jamais rien. Même quand ils sont à côté, ils ne le voient pas. Vous voyez, donc, nous, on est comme ça. Notre rôle ici à l'IHU, c'est de faire la vigie. Alors après, les gens du pont le voient plus ou moins tard. Et puis, il y en a ceux qui font les fact-checks en général. C'est ceux qui sont dans la cale, ils ne voient jamais rien. Ils disent non, c'est une illusion, non, c'est pas vrai. Enfin, ça n'empêche pas, si le bateau avance, qu'à la fin, on s'approche quand même de quelque chose qui existe pour nous. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ces épisodes. C'est extrêmement intéressant, vous voyez. Et les gens ont dit, écoutez, voilà, il y a 3 pays remarquables, c'est l'Angleterre, Israël et l'Islande, qui ont des taux de vaccination absolument extraordinaires. Puis on a vu recommencer, non, mais c'est rien. Et puis après, on a augmenté, non, c'est les non-vaccinés. Et puis après, on a vu encore augmenter, oui, mais ils ne vont pas à l'hôpital. Puis on l'a vu augmenter, oui, mais ils ne sont pas contagieux. Oui, mais on l'avait augmenté, oui, mais ils ne meurent pas. Et donc, tout ça, c'est pas vrai. À la fin, si vous voulez, ils meurent moins en général. Pour l'instant, l'impression qu'on a, il ne faut pas se précipiter parce qu'on a l'impression que ce variant est moins mortel. Mais ce qui est intéressant, c'est pour la première fois dans un journal qui n'est pas un journal qui est considéré comme étant un négationniste, c'est le journal Science a fait quand même un article qui dit quand même ce que ça explique ce qui se passe en Israël avec un taux de vaccination pareil. C'est qu'on ne va pas avoir la défaite de l'agent Delta avec ça, parce que à ce moment-là, et c'est un article du 16 août, encore un peu en retard sur ce qui passe maintenant, à ce moment-là, il y avait déjà 60% des gens qui étaient hospitalisés, qui étaient vaccinés, et 87% qui étaient des sujets de plus de 60 ans, qui avaient été vaccinés en priorité. Et donc, ça doit amener à une réflexion, et on va observer les mêmes choses. Les pays qui avaient une mortalité très faible garderont une mortalité très faible, encore plus avec ce variant-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ça avec la solution? Est-ce qu'il faut faire maintenant une 3e injection à tout le monde? Est-ce que ça a un sens de faire une 3e injection? Alors, une des raisons pour lesquelles ça a un sens de faire une 3e injection, c'est ce qu'on ne savait pas. Donc, moi, je ne dis pas que c'est la faute de qui que ce soit. Quand on prend un pari, si vous voulez, on ne sait jamais ce qui va se passer pour de bon quand on n'a aucun recul. Donc, comme on n'avait aucun recul sur un an sur ces vaccins, on ne pouvait pas connaître leur activité à un an. Donc, en réalité, l'immunité de ces vaccins est très courte. Voilà. Donc, il va probablement falloir revacciner parce qu'à 6 mois, ils ont perdu beaucoup de leur activité. Et comme, qui plus est, ils sont moins actifs sur les nouveaux variants, en particulier, vous ajoutez l'un à l'autre, à la fin, vous avez une immunité qui est assez faible. Donc, je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette situation. Il y a des propositions qui se font de savoir est-ce qu'il faut faire une 3e injection ou pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut recommencer à réfléchir. Le premier truc qu'il faut faire pour réfléchir, c'est regarder, vous voyez, ça c'est les données, là aussi c'est que des données que je vous donne, c'est les données de l'INSEE en France sur les premiers mois, les 6 premiers mois en France de la mortalité, de la surmortalité. Vous voyez que par rapport à 2019, vous voyez que de toute manière il n'y avait pas du tout de surmortalité entre 0 et 24 ans, plutôt moins. D'ailleurs, c'était moins d'accidents de la route. Là, c'est probablement pas le cas, le confinement n'avait pas de même nature. C'est probablement parce qu'il y a eu beaucoup moins d'infections, il y a eu beaucoup moins de grippe, beaucoup moins d'infections respiratoires profondes. Au moins, c'est un des éléments. Peut-être d'autres choses, moins de gastroentérite. Donc, c'est peut-être un des éléments.
Et vous voyez qu'il commence à y avoir une surmortalité à partir de 50 ans, mais qui est mineure, qui pour l'instant, jusqu'à 64 ans, vous voyez que le bilan de la mortalité est plutôt inférieur à celui de 2019 avant le Covid. Hein. C'est après que ça repart moins fort que les deux épisodes de 6 mois préalables, mais vous voyez bien que c'est les sujets de plus de 65 ans qui sont vraiment des sujets à risque pour lesquels il faut se focaliser et que pour eux, il est vraisemblable que d'envisager, en particulier dans les EHPAD, en particulier de faire une 3e injection avant d'avoir des vaccins de meilleure qualité. C'est pas des vaccins merveilleux quand même. Pas faire des vaccins tous les 6 mois avec un truc qui couvre mal les nouveaux variants. Donc avant d'avoir autre chose, si on a ça, eh bien, c'est pas déraisonnable de penser à faire des 3e injections chez les gens qui sont ceux qui vont faire les formes graves, c'est-à-dire les gens qui ont des obésités morbides énormes, hein, ceux qui ont plus de 65 ans, et en particulier quand ils sont associés des pathologies. On voit ceux qui meurent les plus jeunes, ce sont qui ont déjà des accidents vasculaires cérébraux, qui sont des obèses, qui ont des cancers évolutifs. Donc ceux-là, c'est justifié de faire une 3e injection chez eux. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un point qui est très important. Après, pour les injections, vous voyez, moi, bien entendu, je ne remettrai pas en cause la loi qui prévaut. Donc, si la loi qui prévoit de faire vacciner le personnel hospitalier, moi je pense que c'est le personnel de soins qui est prioritaire. Mais si décide de faire vacciner le personnel hospitalier, faire vacciner le personnel hospitalier, je ne sais pas si les techniciens qui travaillent à l'hôpital ont une surexposition aux patients. Mais le personnel soignant, bien sûr, là, c'est une stratégie générale mondiale de vacciner en priorité le personnel soignant, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec les malades, ou le personnel administratif en contact avec les malades. Ceux-là, manifestement, ont un surrisque. Les personnels de l'assistance publique qui sont les administratifs qui vivent dans le bâtiment central ont probablement pas plus de risque d'être en contact avec les patients que ceux qui sont dans la rue. Donc cela, c'est la loi, il faut l'appliquer, ça ne se discute pas, il faut parce qu'il y a une autre loi. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, je voulais dire un mot sur cette histoire de la localisation centrale de l'assistance publique. Il y a des échos dans mon histoire et dans ma mémoire qui est intéressante. L'assistance publique est installée dans une ancienne prison, qui est la prison Saint-Pierre. Alors, cette prison, moi, on a foutu des gens en prison dans ma famille, donc j'ai une idée de ce que c'est. Alors, cette prison était une prison de femmes, qui a été fermée avant la guerre. Elle a été rouverte pour la guerre. Alors, d'abord, mon grand-père, qui s'était engagé à 59 ans pour faire la guerre, quand on lui a ordonné au moment de l'armistice de se rendre aux Allemands sans avoir vu les Allemands pour être envoyé comme prisonnier, il a refusé et il est revenu la nuit, il a ramené ses hommes. Et ici, on lui a dit qu'il avait désobéi, on l'a foutu en prison. Alors, donc, déjà, un des ascendants directs était en prison, qui est sorti ensuite de prison. Mais du coup, avec les gens qu'il avait ramenés, il a commencé à rentrer dans un réseau de résistance qui s'appelle le réseau Mithridate, qui a fusionné ensuite dans la réunion par De Gaulle et Jean Moulin des réseaux de résistance, dont il est devenu un des directeurs. Et d'une manière très amusante, dans ce même réseau Mithridate, il y avait le grand-père de Fouché. Donc le grand-père de Fouché était dans le réseau de mon grand-père. Donc c'est amusant, oui, le réseau Mithridate. Et puis le réseau Mithridate, quand les nazis sont arrivés, dirigé par un type qui était un voyou reconverti dans la SS, qui s'appelait Dunker, qui se faisait appeler Delage, qui a noué des relations avec des voyous marseillais. Le réseau a été d'abord identifié. Quand mon grand-père a su qu'il était identifié, il est parti à Paris, en confiant les clés du réseau à ma grand-mère. Et tout le réseau a été dénoncé, ça s'appelle l'affaire Flora. C'est marqué dedans, c'est de l'histoire, hein, de famille Legendre, 10 rue Clapier. J'ai habité là, hein, c'est un endroit que je connais aussi. Elle a été arrêtée, amenée chez les nazis, et puis hop, on l'a remise à la prison Saint-Pierre, avant d'être déportée à Ravensbrück. Donc cette prison Saint-Pierre, à chaque fois que j'y rentre quand même, je pense que mon grand-père et ma grand-mère, en désobéissant,
ont été fichus en prison dans cet endroit-là, qui a quand même à laquelle j'ai quand même une certaine sensibilité. D'accord ? Donc il faut faire attention à ce que la mémoire des bâtiments ne se transmette pas trop aux habitants qui ont là-bas et que les certitudes de ceux qui dirigent ne sont pas définitives. Voilà, pour revenir aux vaccins, les vaccins, il y a deux choses qui me surprennent, sur lesquelles je pense que le pays doit réfléchir. C'est pourquoi est-ce que nous, en France, on considère que le vaccin chinois n'a pas de sens et qu'il faut revacciner les gens, alors que les pays qui sont plutôt les plus avancés en santé publique en Europe considèrent que c'est un vaccin comme un autre. Il n'y a pas de preuve qu'il marche moins bien, sauf qu'il n'est pas passé spécifiquement par la réglementation française. Et donc, il y a beaucoup de pays francophones qui ont utilisé ce vaccin, au Maroc, au Sénégal. Et quand on arrive ici, on leur dit c'est de la roupie de Sansonnet, il faut vous revacciner avec des vrais bons vaccins dont on n'a pas montré qu'ils étaient d'une supériorité en termes pratiques plus grande que celle des vaccins chinois. Donc je pense que c'est de la géopolitique, que ça n'est pas de la science. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'il se passe ça que quand vous avez la Suède, l'Islande, des pays qui sont des pays très très attentifs à la santé publique, qui disent écoutez, non, pour nous c'est pareil, c'est probablement que scientifiquement il n'y a pas un vrai substrat et que c'est un substrat réglementaire ou purement politique. Et d'ailleurs, on voit que la répartition des différents vaccins dépend de l'influence politique des uns et des autres, ce qui prouve qu'on est sous influence américano-anglaise, pas chinoise. Bon. Mais c'est pas de la science. La deuxième chose qui est à réfléchir sur les vaccins, c'est quel est le sens de diminuer de plus en plus la nécessité de faire une revaccination chez les gens qui ont déjà été infectés. Alors là aussi, nous avons des données qu'on a complétées. Il y a une partie qu'on a publiée, il y a une partie qui a été publiée par les Californiens. Donc le risque d'être réinfecté, le risque réel, pas le risque virtuel, pas les analyses au laboratoire, qui sont compliquées parce qu'il en est sorti 5 en une semaine sur qui les anticorps neutralisants, qui les cellules T, qui sont contradictoires entre elles. Donc c'est très compliqué. Le réductionnisme au niveau de la cellule a une valeur, c'est intéressant pour éclairer les choses qui se passent, mais ça ne prédit pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est l'observation de la réalité. Et ça ne pourra pas être remplacé par des tests de cette nature. Donc, moi, je ne sais pas trop pourquoi on revaccine les gens qui ont été infectés, parce que le taux de protection est, dans les données que nous avons, supérieur à 99%, beaucoup plus que les vaccins. Et donc, il y a 0,5% des gens de la cohorte que nous avons testés, c'est la même en Californie, qui font une infection à nouveau avec un autre variant. Donc il y a une protection extrêmement importante chez les gens qui ont été infectés. Alors qu'on dise éventuellement, on ne peut pas un an plus tard qu'on les revaccine, ça peut avoir un sens, c'est compliqué, on n'a pas suffisamment de recul pour le savoir, bien que nous, on a surveillé tous les gens qui ont été infectés depuis février 2020, donc on a beaucoup de recul quand même, plus qu'avec le vaccin. Mais si vous regardez le nombre de gens que nous avons depuis qu'on a ces variants, nous on suit globalement le nombre de gens qui ont déjà été infectés ou qui ont déjà eu le vaccin, il n'y a absolument pas de comparaison entre le nombre de ceux qui ont eu un vaccin et ceux qui ont déjà été infectés. Donc le substrat scientifique de la revaccination devrait être évalué d'une manière plus précise. Par ailleurs, je pense que, aussi bien pour les sujets qui doivent recevoir un 3e booster que pour les sujets qui ont été infectés, il serait raisonnable d'avoir des approches qui soient plus dirigées, c'est ce que je pense, c'est-à-dire de regarder si les gens ont des anticorps. Les anticorps ne préviennent pas entièrement. Les anticorps ne sont pas entièrement prédictifs, mais si vous avez des anticorps avec des choses très simples, que vous pouvez lire en quelques secondes, en piquant au bout du doigt, eh bien, vous avez 10 fois moins de chances d'avoir une PCR positive que si vous n'avez pas d'anticorps, que vous ayez été vacciné, pas vacciné, infecté, pas infecté. Donc, c'est un bon moyen d'évaluation, de savoir si vous avez besoin d'un rappel vaccinal, et je pense que ça pourra être utile pour regarder à l'avenir quels sont les risques d'avoir une nouvelle infection chez les gens qui ont déjà eu une forme d'immunisation.
Et en particulier, c'est intéressant parce que chez les sujets âgés, dont on savait bien qu'ils réagissaient moins bien au vaccin, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas d'anticorps du tout, malgré un suivi vaccinal particulièrement bien suivi, bien fait. Donc, ça vaut le coup d'avoir, pour les sujets très à risque, une évaluation posteriori très simple. On regarde ça au bout du doigt, et on vous dit vous avez des anticorps, vous n'avez pas d'anticorps. Et c'est semi-quantitatif, c'est-à-dire on voit l'importance, la qualité et l'importance des anticorps simplement par cette méthode qui permet de dire, écoutez, vous n'avez pas du tout d'anticorps, vous devez faire un booster en attendant que cette épidémie soit passée. Quoi. Donc les points essentiels dont je voulais parler, c'est ça, l'immunité naturelle, c'est très bon. Il faut revenir sur le fait que c'est pas bon. Et c'est comme ça dans, mon Dieu, toutes les maladies infectieuses, pour dire la vérité, des infections naturelles qui sont moins immunisantes que les vaccins, à part celles des infections qui sont basées non pas sur la multiplication de microbes, mais sur la présence d'une toxine. Parce que là, c'est la toxine qui doit être utilisée pour être neutralisée. Dans la plupart, en particulier des maladies virales, c'est rare que vous ayez quelque chose qui soit aussi efficace. Je ne connais pas de vaccins qui étaient, même les vaccins vivants étaient moins atténués, ou les cousins des vaccins étaient moins efficaces que la maladie elle-même. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas mélanger les stratégies politiques et les stratégies scientifiques, en particulier d'obliger les gens qui ont eu un vaccin par ailleurs qui est considéré comme étant au moins aussi efficace que ce que nous avons dans plus de la moitié des habitants du monde, y compris des gens qui viennent chez nous. Il ne faut pas les forcer à être vaccinés parce que ça n'a pas de justification scientifique. Et puis enfin, les sujets sur lesquels il faut être extrêmement attentif, c'est les sujets qui risquent de mourir de la maladie, sont les mêmes. Il ne faut pas dire que ça a changé, que c'est nouveau, c'est les mêmes. Même si de temps en temps, il y a des gens qui bidouillent un peu les résultats. J'ai vu récemment des gens qui bidouillaient les résultats. Ils font des moyennes de résultats, comme il y avait quelqu'un de très jeune, ils disaient, regardez, la moyenne des gens qui sont maintenant dans le réel, qui meurent, diminue. Mais en réalité, il y avait quelqu'un qui avait 36 ans, qui avait des facteurs de risque qui sont parfaitement décrits et qui étaient absolument énormes dans cette cohorte. Et vous n'avez pas le droit de faire une moyenne avec une répartition hétérogène. Vous devez faire ce qu'on appelle une médiane, c'est-à-dire montrer quel est l'âge qui sépare la moitié de ceux qui meurent. Vous n'avez pas le droit de faire une moyenne avec un point hétérogène qui, artificiellement, vous baisse la moyenne avec un seul individu. C'est de la manipulation de données, ça. J'ai jamais vu autant de données manipulées de ma vie. Donc il faut faire attention que le message que l'on veut transmettre ne vous amène pas à avoir des comportements qui sont profondément antiscientifiques. Faire des moyennes avec ça, on apprend qu'on n'a pas le droit de le faire quand on est tout petit, comme on ne peut pas faire des pourcentages très faibles sur des nombres très faibles aussi. C'est pas possible. D'accord ? Donc il ne faut pas pousser les choses d'une manière telle qu'on essaie de convaincre les gens avec des arguments que l'on bidouille scientifiquement. C'est pas bien, on va pas le faire. Voilà, donc il faut rester calme. Il n'y a pas de baguette magique, je n'ai jamais pensé qu'il y en avait. C'est pas à jeter à la poubelle. Il y a vraiment des gens à protéger, je le redis. Les gens qui sont dans le soin, il y a la loi qui doit être appliquée parce que c'est la loi. Et puis les gens qui sont dans le soin, au contact des malades, doivent être immunisés parce qu'ils risquent eux-mêmes d'attraper la maladie. Ils risquent de le transmettre aux malades. Là, récemment, on a eu un service qui s'est ouvert pour accueillir des Covid. Et au bout de 3 infections de Covid, on a eu une épidémie nosocomiale dans tout le service. Donc, ce qui veut dire que c'est une maladie transmissible. Si vous commencez à avoir un patient qui a un Covid dans un service, si vous ne prenez pas toutes les précautions d'isolement, si le personnel lui-même est capable de devenir vecteur, soit parce qu'il devient infecté, porteur, avant d'être malade, soit parce qu'il n'a pas les gestes de décontamination suffisante, les gens vont attraper le Covid à l'hôpital. Donc c'est extrêmement important que le personnel de contact soit immunisé de façon à se protéger du risque qui est faible, mais à ne pas propager des maladies dont le risque peut être très important chez les gens qui sont hospitalisés par ailleurs. Merci beaucoup.